Ne sont-elles pas jolies, celles-ci? Aujourd'hui, on va discuter couleurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va discuter de couleurs. Alors, c'est une vidéo un peu plus informelle, on va dire, dans le sens où c'est une question qui m'a été posée sur Discord et auquel je vais répondre. Alors, j'avais prévu autre chose, mais étant donné que je suis un peu serrée par le temps, parce que vous me voyez là, quand vous me voyez maintenant à l'instant, je suis au Nitide, et donc j'étais un peu à la bourre pour filmer cette vidéo, donc j'ai cherché un sujet et cette question semblait intéressante à répondre. Alors la question c'est quoi? C'est comment as-tu défini et comment fais-tu évoluer la palette de couleurs chez Peregrine? Quels sont les interlocuteurs? Quel type de métier? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs en Europe et en France? Est-ce que c'est quasiment un monopole? Est-ce que c'est une petite marque indépendante qui peut faire des choix de couleurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Etc. etc. Donc, je vais vous rappeler un peu l'historique. J'ai fait une vidéo sur différents types de races de moutons ici il n'y a pas très longtemps. Je parlais notamment du Blueface Leicester et je parlais aussi de l'Est-Haleine Mérinos. L'Est-Haleine Mérinos, c'est la laine que j'ai choisie, en fait, je n'ai pas choisie, mais qui s'est imposée à moi, c'est-à-dire qu'elle est venue vers moi. Le concours de circonstances a fait que cette laine est entrée dans mes mains et que c'était très intéressant de la travailler. J'étais partie sur autre chose à la base. À la base, je pensais à un mélange plus différent et je pensais travailler avec les Anglais. 2016, Brexit, bilan, c'était plus possible. Il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Voilà, c'est compliqué. Hein, Peregrine, l'idée de Peregrine, elle existe depuis 2014. Ça fait 10 ans qu'elle existe. Ça fait depuis 2021 qu'elle est dans vos mains, donc il a fallu quand même 5 ans pour pouvoir, non, qu'est-ce que je dis moi, 7 ans pour pouvoir trouver la fibre adéquate. En fait, l'idée de Peregrine, l'Est-Haleine Mérinos, non, mais l'idée de faire mon propre fil existe depuis quand même pas mal de temps. Il a fallu que je réfléchisse à quoi utiliser. J'ai rencontré des acteurs de la filière laine pour pouvoir parler de ça. Il a fallu trouver les éleveurs, il a fallu travailler le fil, etc., etc., etc. Donc, je vais vous faire un petit topo sur ce que c'est que Peregrine, c'est ma laine en fait, et quelles sont les couleurs et comment je fonctionne au niveau des couleurs. Donc, ma laine Peregrine, c'est de l'Est-Haleine Mérinos. Comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez savoir ce que c'est que cette race, allez voir un peu sur cette vidéo, vous saurez ce que c'est que cette race. Il faut savoir qu'en Europe continentale, en Belgique, en France notamment, on a très peu gardé l'expertise au niveau du fil, et ça depuis très longtemps. Donc, on a perdu beaucoup au niveau textile, au niveau des races de moutons, parce qu'il y avait des races de moutons qui étaient dédiées plus au textile que certaines. Certaines étaient dédiées plus au lait. Mais bon, à l'époque, on n'était pas à l'ère de la mondialisation. Quand on avait un mouton, on exploitait tout sur le mouton. On utilisait sa viande, on utilisait son lait et on utilisait sa laine. Ça me paraît logique. Et donc, on cherchait à faire de telle manière, à avoir des laines qui soient quand même relativement fines. Et donc, on avait quand même un travail qui était fait, et notamment à base de mérinos, parce qu'on a parlé de race mérinisée, et l'Est-Haleine Mérinos est une race mérinisée. J'ai eu l'occasion de rencontrer la responsable de la filière laine. On a parlé de cette race-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer des éleveurs, notamment un petit éleveur qui n'est pas très loin de chez moi. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'un peu est né le projet Peregrine. Donc je voulais faire quelque chose qui soit local, quelque chose qui soit traçable, avec des gens avec qui je travaille et des gens qui bénéficient des mêmes privilèges que moi, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vivent en Europe et non pas partir sur des fils qui sont dans des pays où les gens sont exploités, parce que c'est un gros problème, où les animaux sont exploités. Donc je voulais partir sur un fil européen, pas nécessairement français, pas nécessairement... voilà, et je voulais vraiment faire quelque chose de local, parce que l'écologie est quelque chose qui me préoccupe depuis de nombreuses années, et donc je trouvais ça important de faire du circuit court. L'Est-Haleine Mérinos, c'est pas loin de chez moi. J'habite près de la province de Luxembourg, j'habite en province de Luxembourg et près du Luxembourg et près de la frontière française. Donc, objectivement, à l'échelle mondiale,
Les salines mérinos, ils se trouvent en Sarre allemande et notamment en Alsace et en Lorraine, c'est pas très loin de chez moi. En plus, j'ai réussi à faire sur le décours pas mal de changements, en fait, notamment au niveau de la filature. D'abord, on a travaillé avec une filature suisse parce qu'il faut savoir que l'Estalène Mérinos peigné n'a plus été peigné sur le territoire français depuis très longtemps. On ne parle même pas de la Belgique parce que la Belgique, il n'y a même pas de quoi pouvoir faire ce genre de filature parce que bon, je pars pas ça sur 50 kilos, hein, on part sur une tonne de fil, enfin de toison, pas de fil. Et donc, ça a été compliqué. Il a fallu du temps pour trouver la filature qui accepte de travailler avec nous. Et tout compte fait, d'abord on est parti sur la Suisse parce que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer encore des acteurs français. Et ça a été teint en Belgique. Je vous expliquerai après quand je parlerai des couleurs. La deuxième production, par contre, on a réussi à faire tout en France, sauf le lavage, parce que le lavage ne se fait quasiment plus qu'en Belgique, surtout en aussi grande quantité. Donc on en reste à un circuit court d'environ 500 km entre ma maison, l'élevage, la transformation en ruban, le lavage, donc je dis l'élevage, le lavage, la transformation en ruban, le filage, la teinture et le retour à la maison, on est sur environ 500 km. Ça paraît beaucoup, mais à l'échelle de la production de laine, c'est très peu. Parce qu'il faut savoir que la majorité des laines qui se trouvent sur le marché en France sont des laines qui viennent d'Australie ou d'Amérique du Sud. Donc vous pensez bien que quand on parle de production, alors je ne parle pas nécessairement des gens qui font des laines un peu rustiques, ce qu'on appelle rustique, ou des gens qui font de la laine avec leur propre production, parce qu'il y en a en France, hein, il y en a en Belgique aussi. Je parle vraiment du tout venant, de la laine qu'on trouve en supermarché, etc., etc. Vous allez trouver majoritairement des laines qui viennent de l'autre bout du monde, ou d'Amérique du Sud. Et même chez les teinturières, ce sont des laines qui ne viennent pas nécessairement d'Angleterre ou d'Allemagne. Ce sont des laines qui viennent d'Australie, parce qu'il faut savoir que le plus gros producteur de laine au monde, c'est l'Australie, le plus gros producteur d'alpaga, ça reste l'Amérique du Sud. Donc, ce sont des choses que moi, je voulais essayer de réduire pour reconscientiser sur l'importance de la fibre textile en Europe, sur l'élevage au vin en Europe, qui est quand même très important, conscientiser les éleveurs sur le fait qu'ils ont dans leurs mains des produits qui sont de qualité, reprendre un peu, repartir de zéro, parce que même au niveau des tondeurs, même au niveau des chantiers de tonte, il fallait tout refaire, parce qu'un chantier de tonte, ça se prépare d'une certaine manière, on ne tombe pas les moutons n'importe comment. Quand vous devez exploiter la fibre pour le textile, vous n'allez pas tondre sur la terre battue, vous devez tondre sur des surfaces planes, propres, pour éviter de contaminer, pour contaminer les toisons, parce que il y a des choses qui font que les toisons ne sont pas exploitables, parce que ça ne passe pas au lavage, ça ne part pas au peignage. Donc tout ça, ça a été un travail. Chaque fois que je relance, je propose au tondeur un chantier de tonte pour que ce soit le plus efficace possible, pour qu'on trie de manière la plus efficace possible et pour qu'on valorise le maximum possible les toisons, parce qu'il y a des parties dans les toisons qu'on n'exploite pas. Donc ça, c'est le projet Pérégrine. Donc on en est là, je vous montre, parce que je suis allée pour le 3e batch ici récolter de la laine début avril. Cette laine, elle est partie donc du côté de Sarrebourg. Cette laine, j'avais récolté quasiment une tonne. Cette laine est partie au lavage et maintenant, elle a été transformée en ruban. Voici le ruban. Alors ça, c'est un petit échantillon que m'a envoyé l'entreprise parce que je dois donner validation sur la production. Donc, il m'envoie un échantillon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous ne verrez pas grand-chose, c'est blanc, hein, c'est logique. Vous allez me dire, oui, mais non, on ne voit rien, etc., etc. Mais c'est du blanc et c'est normal que vous ne voyez pas grand-chose. Donc, on est sur une fibre peignée. Donc il y a une différence entre le cardage, qui est de désorganiser les fils, et le peignage. Le peignage, c'est allonger les fils tous de la même manière. Et donc vous avez ceci. Le cardage, vous obtenez une sorte de nappe. Donc vous imaginez un peu ce que vous utilisez quand vous allez dans les magasins et que vous voulez feutrer. On vend des petites boules de laine qui ressemblent des laines à feutrer. C'est des mini-nappes, si vous voulez. Le peignage, c'est ça. Ça, le peignage, c'est, vous voyez, on est dans la fibre bien organisée. Et bien ça faisait plus de 50 ans que ça n'avait fait, maintenant 60, qu'on avait fait ça en France, sur cette race-ci. Et donc on est sur un beau résultat, vraiment quelque chose de très propre, sans débris végétaux. Donc on a vraiment fait attention quand on a trié les laines à enlever le maximum de débris végétaux possible pour obtenir ceci.
Ceci va devenir ceci. Alors ça, c'est teint. Alors, on en est là. Donc maintenant, ma laine part à la filature et d'ici 10 semaines, si tout va bien, j'aurai mon 3e batch. Donc vous imaginez, avril et début janvier, combien de temps il faut pour produire un fil quand tout se passe bien. Donc, ce stade, là on est au stade, ce stade-ci, puis ça part à la filature, et après la filature, on a la teinture. Donc, comment est-ce que ça fonctionne quand vous avez une petite production pour la teinture? Alors, les teintures, elles sont diverses et variées. Vous avez des teintures en teint acide sur la laine, ce sont ce qu'on appelle des teintures acides, parce que c'est ce qui prend sur la laine. Alors, il y a différentes normes au niveau teinture. Il faut savoir qu'il y a les teintures qui sont très polluantes, il y a des teintures à base de plomb, etc. Puis, il y a des normes. Les normes, c'est Ecotex, c'est GOTS et REACH. Donc, bien entendu, quand moi j'ai voulu un fil, il était clair que j'allais chercher, pour rester dans la logique, il était normal que je ne fasse pas quelque chose qui soit au détriment de l'environnement. Donc j'ai décidé de partir sur le plus bio possible, le plus respectueux possible de l'environnement. Le premier batch, ça a été fait en Ecotex. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, le premier batch? Je vous parlerai après de la sélection des couleurs. Le premier batch, comment ça s'est passé? Comme j'ai travaillé avec une filature suisse qui ne teignait pas, il a fallu que je trouve un teinturier, et c'était compliqué parce que je n'avais que 60 de kilos. Ce teinturier, c'est le Crécite. Le Crécite, c'est une entreprise qui fait de la restauration de tapisseries, notamment du côté de Tournai, parce que Tournai, c'est un endroit où on faisait de la tapisserie haute lisse, et donc vous retrouvez beaucoup de tapisseries qui sont des tapisseries à restaurer, parce qu'on faisait les tapisseries avec quoi? Avec de la laine, et donc il y a pas mal de tapisseries qui sont régulièrement en réfection dans cet atelier-là, qui est juste à côté des Beaux-Arts de Tournai. À côté de ça, ils font aussi des tapisseries à haute lisse, et des tapisseries classiques pour notamment des commandes et pour des artistes. Donc ça n'est pas que de la restauration, c'est aussi de la production de produits artistiques. Et comme ils maîtrisent bien la laine, qui maîtrise bien les couleurs et qui doit faire des études de couleurs, notamment sur les tapisseries, parce qu'il fallait, quand on restaure une tapisserie, il faut que la couleur soit la plus proche possible de la couleur d'origine. Donc ils étudient vraiment les couleurs. Donc je suis allée là et je leur ai demandé s'ils étaient OK pour teindre ma laine. Donc j'ai pas fait vraiment de choix de couleurs là, parce qu'en fait ils ont un très grand catalogue et j'ai choisi les couleurs, je les ai choisies dans le catalogue. Il n'y a pas eu d'études faites sur la couleur que je voulais. J'ai pris dans le catalogue disponible à l'époque. Et à l'époque, quand j'ai fait teindre, c'était Ecotex et non GOTS, et il n'y avait pas encore de teinture naturelle. Alors je ne partirai pas sur les teintures naturelles, il y a une raison pour laquelle j'ai choisi de partir sur des teintures acides et non des teintures naturelles, c'est parce que je voulais quelque chose de reproductible. Maintenant, au Crécite, ils proposent des teintures naturelles, mais voilà, à l'époque pas. À l'époque, c'était juste la norme Ecotex. Donc la première norme qui a été sur Pérégrine, ça a été une norme Ecotex. J'ai trouvé une autre filature française qui fait tout à la même place. Donc, pour minimiser le transport, parce qu'évidemment, comme j'ai fait France, Belgique, France, Suisse et puis Belgique, ça a eu un impact sur les kilométrages. Donc, j'ai essayé de minimiser l'impact au niveau kilométrage. Et donc, on a trouvé une filature en France, à Tourcoing dans le Nord, qui ne fait et la filature et la teinture. Ils font dans la filature et la teinture, ils font du GOTS. GOTS, c'est une certification internationale, non seulement au niveau de la teinture, mais aussi au niveau de toute la production. C'est-à-dire que c'est, respecter les gens, s'assurer que ce soit durable, s'assurer qu'il y ait le moins de rejets possible dans l'environnement et aussi s'assurer qu'il y ait le moins d'impact au niveau électricité, au niveau de l'eau et ce genre de choses. Donc c'est vraiment des normes très strictes, ce qui est GOTS. Donc ils travaillent en GOTS pour avoir le moins d'impact possible. Il y a encore des normes qui sont plus sévères, c'est la norme REACH,
qui n'est pas, que moi je n'ai pas encore trouvé. Ça existe chez certains teinturiers, ça existe chez certains producteurs qui ont des laines qui sont un peu plus faciles et qui ne travaillent pas avec la même filature que moi, parce que forcément c'est de la laine, mais toutes les laines ne se traitent pas de la même manière. Donc j'ai travaillé avec une filature qui acceptait de travailler avec mon fil, parce qu'il faut les outils adéquats pour pouvoir travailler ce fil-là, parce qu'on ne file pas un fil excessivement fin, on file un fil très épais. Il faut les machines adéquates. D'ailleurs, tous les mérinos extra fins ne se travaillent plus en France, ils se travaillent en Italie, parce qu'ils ont gardé ce savoir-faire là en Italie, du côté de Biella. Donc, il y a des normes. J'ai pas pu atteindre la norme REACH, qui est vraiment la norme qui est une norme européenne, qui est vraiment une norme très stricte au niveau des rejets dans la nature. Au niveau des teintures chimiques, je suis quand même arrivée à avoir une norme GOTS, qui est quand même une norme qui est quand même très sévère au niveau impactant, au niveau impact, au niveau de la nature. Alors, je ne peux pas avoir le label GOTS. Pourquoi? Parce que l'élevage n'est pas GOTS. Donc, comme l'élevage, les moutons ne sont pas GOTS, les moutons ne sont pas bio, voilà, c'est comme ça. En Estalen Mérinos, il n'y a pas moyen de trouver des élevages en bio. J'ai trouvé un éleveur avec qui je vais travailler qui fait de la transhumance, et donc là on pousse encore un peu plus et on n'est plus en bergerie, on pousse un peu plus, mais ça reste quand même une race d'exception, c'est pas du mérinos d'Arles. Donc qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Donc comme à la base le mouton n'est pas bio, je pars pas sur un lavage GOTS, je ne pars pas sur une transformation en ruban GOTS, parce que ça n'a pas de sens. Je ne peux avoir le label GOTS que si, à la base, je pars sur du GOTS. Par contre, la teinture est GOTS, c'est moi, c'est clair et net, et je fais filer dans une entreprise qui pratique les normes GOTS, donc la filature et la transformation en fil et la teinture sont GOTS. Si j'arrive à convertir les éleveurs avec qui je travaille à faire du bio, et enfin avoir des normes, c'est compliqué, hein, c'est vraiment très très compliqué. Là, à ce moment-là, je basculerai vraiment sur le bio, je basculerai vraiment et j'essaierai de pousser un peu jusqu'à la norme REACH, mais bon, voilà, j'essaye déjà de retravailler la génétique. C'est déjà pas évident avec les éleveurs, donc chaque chose en son temps. Donc, voilà, on en arrive aux couleurs. Alors, comment j'ai mon fil ici. Maintenant, on est à l'étape où je vais devoir choisir mes couleurs. Donc, elle va partir à la filature, et comme la filature fait aussi la couleur, je dois choisir mes couleurs. Alors, comment est-ce que je choisis mes couleurs? Je ne pars pas sur un catalogue. Par rapport à la première fois que j'ai fait, ici, on ne part pas sur un catalogue. En fait, j'ai le choix de mes couleurs. J'ai le choix, ça me coûte de l'argent, évidemment. Et donc, je peux envoyer des échantillons de couleurs, notamment surtout de tissus, et ils font une étude des couleurs, et ils vont faire un essai sur les laines, sur mes laines, et ils vont m'envoyer, et moi je valide. Donc les couleurs sont des couleurs que je vais choisir, il n'y a pas de catalogue. Parfois on a des surprises, parce que, par exemple, celui-ci, que je vous montre, c'était pas la couleur que je voulais à la base. Donc, on est parti sur, je leur avais envoyé un échantillon, non pas de tissu, mais de laine. Et en fait, comme la laine est très variée, ils ont réussi à avoir quelque chose, ils ont fait une moyenne, si vous voulez. Je voulais plus un vert printemps, et cette moyenne, ça a donné ça. Voilà. Alors, la première fois que j'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, je déteste le vert, vous le savez. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je leur dis non ou oui? Et puis, à force de l'avoir dans les mains, de l'avoir avec le bleu, avec le rouille que j'avais fait, eh bien, j'ai fini par l'aimer, cette couleur, et c'est devenu mousse. Et c'est donc devenu la couleur, il n'y en a quasiment plus, voilà, c'est ce qui reste, hein, pour vous dire, et quelques écheveaux. Eh bien, on en est arrivé à ça, voilà. L'exemple type de la décision des couleurs. Alors, je sais pertinemment bien que dans les couleurs, dans les personnes qui font de l'industrie, du fil industriel, il y en a quelques-unes en France, Nerirum Natura, Naticea par exemple, elles réfléchissent beaucoup. On a toute notre façon de faire les couleurs. Moi, comment est-ce que je réfléchis à mes couleurs? Eh bien, je suis quelqu'un qui conceptualise énormément au niveau cérébral, donc je ne prends pas nécessairement de notes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon cerveau, c'est la même chose au niveau du design.
Les couleurs, je les vois, je les assimile, si vous voulez. Donc, je ne vais pas dire, ah, cette couleur-là, elle me plaît, je prends une photo. Cette couleur-là, elle me plaît, je prends une autre photo. Cette couleur-là, ou je fais des dessins, ou ce genre de choses. Non, c'est pas comme ça que je vois. Je conceptualise énormément. Je regarde les couleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des couleurs Pantone. Pantone, c'est le donneur d'ordre de couleurs au niveau mondial. Donc, souvent, ben, vous avez les couleurs Pantone dans la peinture, vous avez des couleurs Pantone dans le textile. Et notamment les grands couturiers, ils fonctionnent avec les couleurs Pantone. Il y a en général une palette de couleurs Pantone et une couleur qui ressort particulièrement dans l'année, que vous allez retrouver dans tous les magasins de textiles. Et tout le monde va mettre de l'ocre ou du bordeaux ou ce genre de choses. Et donc ça, je regarde un peu les tendances évidemment au niveau des couleurs. Mais pas que. J'ai un fil qui est naturel, j'ai un fil qui est originaire de France, je vis dans les Ardennes, ma palette de couleurs, elle est très influencée par la nature. Donc je cherche quelque chose qui se rapproche très fortement de la nature. Donc j'ai fait un bleu, je descends, je vous montre, hein, qui est là ici en dessous. J'ai fait un vert, il y a un rouille, il y avait un vert très clair, il y a un mauve, il y avait un rouge. Donc c'est des couleurs qui m'inspirent de la nature. Donc voilà un peu le... Comme la laine n'est pas blanche de base, regardez, elle n'est pas blanche, hein, elle est un peu jaune, eh bien je vais avoir des couleurs assez sourdes. Donc voilà comment je conceptualise les couleurs. Il n'y a pas 56 000 intervenants, c'est pas un monopole, les couleurs. Il faut savoir, c'est compliqué de trouver un teinturier. Il n'y a pas de job de personnes qui font que de la teinture. Peut-être qu'il y en a, mais moi je ne les connais pas en tout cas, parce que ça a été compliqué. Donc, j'ai trouvé la filature qui fait la teinture que j'ai envie de faire, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, comment sont teintes mes couleurs? Il y a plusieurs façons de teindre la laine. On peut la faire sur toison, on peut la faire sur laine lavée, on peut la faire sur ruban, et puis on peut la faire sur fil. Alors, personnellement, comme c'est pas un fil cardé, et de toute façon, j'ai pas trouvé l'entreprise qui accepterait de faire ça, on part sur fil. Donc moi, la teinture, elle se fait une fois que c'est filé, donc sur cône. Vous voyez, ici, j'ai un cône à l'intérieur. Donc en fait, ça, c'est ce que je reçois. Alors, il est entamé, celui-ci, mais mes cônes font 2,5 kg. Donc je reçois des cônes de 2,5 kg. Ici, il doit rester 1,5 kg. Donc vous imaginez qu'il est beaucoup plus volumineux à la base. Donc si vous voyez ce cône à l'intérieur, il est perforé. Donc comment est-ce que ça se passe? C'est filé à la filature, ils enlèvent de la filature et puis ils envoient la teinture et ça se teint par injection. Donc la couleur, elle est entrée par l'intérieur du cône et elle va sortir par l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'ils teignent le fil en industriel dans l'entreprise avec laquelle je travaille et non pas en bain. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être mis sous pression et qui va teindre. Donc ça donne une touche particulière au fil. J'allais failli faire tomber le cône. Ça donne une touche particulière au fil. Donc ça, c'est vraiment la façon dont je teins et ça fait un fil uni, totalement reproductible. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas de teinture naturelle, parce que les teintures naturelles se basent sur plantes et les plantes, ça change en fonction de l'environnement, du temps, de la région, etc., etc. Donc vous n'allez jamais avoir des couleurs qui sont très reproductibles. Alors vous avez toujours des différences de bain en industriel, faut pas se leurrer, on peut avoir des différences de bain, mais j'ai quelque chose qui est quand même très stable. Donc c'est pour ça que quand vous allez acheter ma laine sur le salon au Nitit ou à Namur dans les semaines qui viennent, sur le batch qui reste encore de la région, eh bien vous avez toujours la même couleur. Donc ça, par exemple, c'est toujours la même couleur parce qu'en fait, comme je reçois en cône de 2,5 kg, c'est moi qui les échefaude, qui fait avec un échefaudoir électrique, qui fait les échefauds que vous avez en vente, qui sont tous les mêmes. Donc vous avez toujours la même couleur, donc il n'y a même pas besoin d'alterner les échefauds en fait en pérégrine, pas besoin parce que c'est sur le même batch. Maintenant, si vous n'êtes pas sur le même batch, il vaudra mieux alterner les couleurs, parce que là, on arrive en fin de cette couleur-ci. Si il reste 3 écheveaux, vous achetez 3 des écheveaux du bain 2, forcément, le bain 3 sera peut-être un peu différent. Alors, quelquefois, c'est très subtil. Donc, j'ai fait refaire du Rose Diva. La différence est vraiment très subtile, mais ça peut se voir quand même. Donc, sur le batch 2, pas besoin d'alterner les écheveaux, mais si vous prenez batch 2, batch 3, vous devez alterner les écheveaux, ou batch 1, batch 2, sur certaines couleurs, vous devez alterner les écheveaux. Donc, voilà comment ça fonctionne, comment moi je choisis, comment je fais pour avoir une laine voilà, unie, colorée, en industrie, en certification GOTS.
Par contre, alors ces couleurs-ci, elles sont teintes par 40 kilos. Je ne peux pas avoir une palette de couleurs énorme parce que la production d'Elstalène Mérinos en France est limitée, il n'y a pas tant de têtes que ça, mon argent est limité, c'est un fil que je relance et donc forcément c'est de l'investissement parce que moi j'investis beaucoup d'argent en une fois, hein, et beaucoup d'argent en une fois. Donc l'Elstalène Mérinos, c'est par 40 kilos, là j'ai récolté quasiment une tonne, il me reste 360 kilos de fil. 3600 échevaux. Vous imaginez sur une tonne ce qu'il reste. 360 kg, je vais en garder du blanc, environ 80 kg. Je vous dis des chiffres plus ou moins comme ça. Il va rester 280 kg. 280 kg, c'est cette couleur. Donc je ne peux pas faire énormément de couleurs comme les teinturières. Pourquoi? Parce que je suis limitée en quantité, puisque je ne peux teindre qu'à le minimum que je puisse teindre, c'est 40 kg. Donc vous allez avoir des nouvelles couleurs cette année, mais ça va être limité à 3-4 nouvelles couleurs, parce qu'il y a des couleurs que je vais refaire, d'autres que je ne vais pas refaire, d'autres que je n'ai encore en stock, et puis voilà, c'est comme ça que je fais. Alors si j'arrive à avoir une production plus importante d'Elstalène Mérinos, et ça, tant que, voilà, c'est une question de fond, donc et de moutons disponibles. J'ai d'autres projets, mais je vous en parlerai dans le futur, parce que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Là, on est sur la 3e production. Eh bien, tant qu'on est là, je suis limitée au nombre de couleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec des teinturiers indépendants. Donc, j'ai tout un stock de fils blancs que je garde pour vous vendre du blanc, mais aussi pour faire teindre à la main. Non seulement pour vous proposer d'autres couleurs, mais aussi pour que vous preniez conscience et qu'on puisse prendre conscience que des couleurs sympas, on peut les avoir sur autre chose que du Mérinos Superwash. Que travailler un fil non Superwash, ça peut être un fil qui est sympa à tricoter, quasiment industriel, même si ce n'est pas du Mérinos ou du Bullface Leicester. Vous pourrez avoir des résultats sympas avec des laines soi-disant rustiques, qui ont un résultat industriel, professionnel, filé comme un fil que vous allez trouver dans le commerce, avec des couleurs sympas, avec une laine qui est issue de France. Donc ça, c'est mon objectif. C'est que cette laine, on n'ait pas cette image un peu d'épinal de la laine rustique où on s'imagine, oh là là, au secours, avec une laine cardée, parce qu'il faut savoir que la majorité des laines rustiques que vous allez trouver sur le territoire français sont des laines cardées. Alors, pas que, parce qu'il y en a d'autres qui font... Je ne suis pas seule à faire ce que je fais, hein. Donc, mais ce n'est pas quelque chose que je voulais. J'aurais pu choisir de travailler avec Fonti et faire une laine cardée. Je ne voulais pas ça parce que je voulais avoir un fil qui soit un fil retordu, un fil qui soit semblable à un retors de Mérinos, qui ne soit pas du Mérinos, et qui puisse être une qualité industrielle. Alors, industrielle dans le sens positif et non pas l'industrie négativement, mais vraiment quelque chose de très propre en fait, et qui ne soit pas avec des débris végétaux, qui ne soit pas un fil cardé, etc., etc. Petite coupure parce que j'avais plus de batterie, c'est comme ça. Vous êtes vraiment quasiment en live. Donc j'en reviens, je dis, je ne voulais pas d'un fil cardé, je voulais un fil peigné parce que je voulais vous proposer quelque chose qui soit assez typique, enfin assez, comment dire, c'est difficile d'exprimer ce que je veux dire, mais quasiment comme un fil en mérinos que vous avez tous dans les mains, Mérinos Superwash, et je voulais travailler avec une teinturière indépendante pour qu'on puisse imaginer qu'en fait ce fil puisse être teint autrement qu'en couleur unie, autrement que dans des couleurs fades, on va dire, avec des couleurs sympas, avec des speckles, alors avec des différences de couleurs, etc., etc. Alors, comment est-ce que je fonctionne? Donc, j'ai ma couleur basique, mes couleurs unies, celle-ci, et puis, enfin, et autres, hein, parce qu'il n'y a pas que le bleu, évidemment, et puis, je travaille avec des teinturières. Alors, comment est-ce que je fonctionne pour ces couleurs-là? Je choisis, je cogite beaucoup, et j'ai des thèmes. Le premier thème, c'était l'Irlande. Le deuxième thème, je voulais vraiment des couleurs qui dépotent pour qu'on comprenne qu'en fait, on peut faire des couleurs qui dépotent sur un fil soi-disant rustique, parce qu'il n'est pas rustique en fait, hein. C'est les races soi-disant rustiques, des couleurs qui dépotent, donc j'avais choisi du néon et j'avais choisi le carnaval de Rio, et c'est pour ça que ça s'appelle Brésil. Donc on est parti sur des couleurs, mais vraiment qui petchettent bien, et puis pas mal de speckles. Et ici, la collection qui va sortir ici pour le Knitted, c'est
la collection. Alors au départ j'étais partie sur Interstellar, puis sur les galaxies, et maintenant on est sur les nébuleuses. Donc j'avais réfléchi un peu aux images qu'on voit dans le télescope, parce que tout un temps, dans la famille, on était quand même fort fan d'astronomie. Et donc, tous ces nuages de galaxies ultra colorées qu'on prend avec des télescopes ultra puissants, avec des appareils ultra puissants, vous avez des couleurs mais surprenantes. Et donc, j'avais fait des recherches. C'était quelque chose qui cogitait depuis pas mal de temps. Je voulais quelque chose qui soit un peu comme les nébuleuses, un peu comme les pouponnières d'étoiles, avec des couleurs très sympas. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors, on a évidemment des noms de nébuleuses. Ceci, qui est un ver, qui est Mérope. Alors, on pourrait se dire vert, une galaxie. Eh bien, si, il y a du vert. Alors, les perceptions des couleurs sont un peu faussées, évidemment, dans l'espace. Mais c'est sur des photos. Hein. Donc, voilà, ça, c'est Mérope. Vous avez celui-ci qui est Hélix. Vous avez celui-ci qui est la nuit du centaure. Vous avez celui-ci qui est Vela. Vous avez celui-ci qui est Magellan. Et vous avez celui-ci qui est les Néréides. Donc voilà la nouvelle collection de Pérégrine nébuleuse qui a été travaillée par Vulcanian. Et de manière surprenante, quand vous travaillez, je vous ai dit, hein, on injecte la couleur par l'intérieur du cône en industriel. Voilà ce que ça donne. En fait, ça, c'est de l'industriel. Donc le fil est différent. Je ne sais pas si vous allez voir de celui-ci. Quand on les voit l'un à côté de l'autre, on se rend compte que celui-ci est beaucoup plus dodu que celui-là, mais c'est exactement le même fil. En fait, la couleur travaillée par teinturière fait que le fil s'exprime beaucoup. Sur les cônes, le fil ne va pas s'exprimer de la même manière parce qu'en fait, il est compacté. Et donc, il faut laver ce fil plusieurs fois pour pouvoir avoir qu'il prenne toute sa place. Ce qui ne va pas être... il lui faut du temps, en fait, une fois qu'il a été teint, compacté comme ça, pour pouvoir prendre sa place. Donc, quand vous allez toucher cette laine-ci, vous allez vous dire, oh, oui, mais c'est sec, oh oui, mais c'est fin, oh oui, mais... etc. Mais en fait, ça va devenir comme ça, de manière surprenante. Et je vous assure que c'est exactement le même fil. Ça, c'est du blanc, ça, c'est du blanc, et c'est du cadbrin estalène mérinos. Donc, comme quoi, les couleurs, ça peut avoir un impact sur la qualité du fil. Parce que ceci, c'est un surteint. En fait, j'ai demandé à Maureen de reteindre des laines qui étaient déjà teintes, et ça, c'est un surteint. Et vous avez encore une différence. Donc, en fait, la façon dont elle lave plusieurs fois ses écheveaux, évidemment, hein, puisque le lin, c'est en bac, ici, la teinture se fait en bac, donc le fil a plus de place, mais il lui faudra plus de temps, celui-ci, pour s'exprimer, que celui-là qui s'est déjà exprimé. Donc, en fait, on a peu de différence dans ces deux-ci, mais ça, c'est un surteint, donc qui a déjà été teint en industrie, et puis ça, c'est un blanc. Donc, vous avez aussi de manière surprenante des différences de couleurs. Ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout en travaillant avec des teinturières, c'est de voir à quel point on pouvait avoir un fil qui avait pris tout son gonflant et qui était tout à fait différent. Et vous avez quelque chose de très rebondi, regardez, squishy, squishy. Donc voilà comment je choisis mes couleurs, en fait. Je choisis mes couleurs, parce que je cogite beaucoup. Alors, vous voyez sur mes doigts ce qu'il y a actuellement. Mais ça, vous voyez, ça, par exemple, c'est quelque chose qui va me faire cogiter. Je fais faire mes ongles. Je vais chez une esthéticienne pour refaire mes ongles. Et c'est une fan de couleurs, mon esthéticienne. Et souvent, elle me sort des catalogues de couleurs. Et souvent, ça m'inspire. Et donc, ça, par exemple, ça va être une couleur que j'aime beaucoup. Et que c'est probablement une couleur que je vais utiliser pour Pérégrine. Alors, je ne suis pas encore fixée. Mais... moi, c'est les éléments autour de chez moi. Là, par exemple, le verre que je vous ai montré, je regarde en face de moi, je vois le toit de mon voisin. Et la mousse qui est sur son toit, en fait, elle a exactement cette couleur-ci. Il a un toit en ardoise et la mousse qui est dessus, elle a exactement cette couleur-là. Donc ça, par exemple, ça m'inspire. Le jaune que je vois dans les feuilles de l'arbre juste à côté du toit, eh bien, il y a un jaune qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressant pour travailler en couleur. Donc ça, ce sont ce qui va m'inspirer pour les couleurs
les couleurs naturelles, enfin les couleurs pas naturelles, les couleurs unies. Et après, les autres, c'est surtout des photos. Et on va partir surtout sur des photos et ce que m'inspire la photo et enfin, tous les éléments de couleur qu'il y a dans les photos. Donc, je choisis des photos, je fais un mood board que je partage avec la teinturière et on part sur ça. Tandis que ça, c'est différent. Et la teinturière, je ne fonctionne pas, je ne reçois pas la couleur, est-ce que je la valide? Elle m'envoie les photos en disant ok, est-ce que tu es ok ou est-ce que tu n'es pas ok? Et voilà, tandis que ceci, je reçois des petits échantillons et là je dis bah, je voudrais un chouïa plus clair. Et parfois, quand je leur redemande de faire une couleur, par exemple, eh bien, ils vont m'envoyer trois ou quatre échantillons et je vais devoir choisir dans le troisième ou quatrième dans les échantillons lequel est le plus proche de ce que je veux pour pouvoir faire un choix définitif. Donc voilà comment moi je fonctionne mes couleurs. Et puis après ça, après les couleurs, j'échafaude. Et après avoir les échafaudés, ben, je vous les vends, je les étiquette, je me trouve des noms. C'est la partie la plus fun, en fait, chercher les noms. Et puis, vous les retrouvez en salon. Donc, voilà l'histoire de Pérégrine, qui est quand même pas une histoire facile, parce que ça prend du temps. Donc, la couleur, il n'y a pas, et c'est comme ça pour pas mal de personnes qui travaillent les couleurs en France, il n'y a pas de personnes qui font les couleurs, ce n'est pas un monopole. C'est trouver les teinturiers avec qui on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne, pour les teinturiers mains. Enfin, les teinturiers indépendants, et les teinturiers qui travaillent dans les filatures. Alors, je sais pertinemment bien que des Rerum Natura, par exemple, elles travaillent avec des teinturiers, mais je ne sais pas quel teinturier, parce que, ben voilà, hein, on a chacun nos petits trucs. Je sais, par exemple, que Naticea va fonctionner de la même manière que moi, donc on a tous un peu notre petit truc, il n'y a pas vraiment un monopole où vous dites, ben, vous avez votre fil et vous allez tous dans la même teinture, et vous devez choisir tous dans le même catalogue, c'est pas vrai. Voilà, c'est vraiment très variable d'un teinturier à l'autre, d'une filature à l'autre, et vous allez choisir en fonction de ce que vous avez envie. Alors moi, je vais leur envoyer des tissus. Donc ici, après les 2 salons, ma mission, ça va être d'aller chez Mondial Textile. J'ai mes idées en tête déjà, alors ça va peut-être un peu varier. Je vais prendre mes écheveaux que j'ai ici parce que je veux compléter la palette de couleurs que j'ai, parce que c'est intéressant de compléter la palette de couleurs que j'ai, hein. Et je vais donc choisir en fonction de qu'est-ce qui matche bien avec le bleu, qu'est-ce qui matche bien avec le mousse, qu'est-ce qui matche bien avec le gris. Et puis, je fonctionnerai, je choisirai 4 ou 5 couleurs que vous allez retrouver de toute façon normalement au prochain salon qui auront lieu en février. J'aurai, croisons les doigts, touchons du bois, je ne sais jamais ce qui va me tomber dessus, la nouvelle palette de couleurs à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle est un peu différente d'habitude parce qu'en fait, je ne parle pas spécialement d'un sujet, je parle vraiment de ce que je fais, de mon travail actuel. Donc, je design, je fais des salons, je donne des cours, je vous fais des vidéos, mais à côté de ça, je produis un fil et c'est tout un processus de travailler un fil. Je mets les mains dans les toisons, je vais trier, je contacte les éleveurs, c'est moi qui fais la glu entre chaque intervenant, pour en avoir un fil qui est le fil Pérégrine, qui est un fil made in France, qui est donc un fil qui a été produit à 90% en France, puisqu'il y a juste le lavage qui a été fait en Belgique, et le cerveau derrière, c'est une Belge, mais donc c'est un produit qui est purement français, qui est GOTS. Et j'ai oublié de dire une chose, c'est que les teintures ici, de la teinturière indépendante avec qui je travaille, avec Vulcan Yarn, ce sont des teintures GOTS, et ce sont des teintures GOTS travaillées par une marque française, donc on reste encore dans le français, donc on est vraiment dans le respect le plus possible, vraiment dans l'optique GOTS, c'est-à-dire respect des animaux. Je fais attention comment sont traités les animaux, je fais attention à ce que font les tondeurs, et respect aussi de l'homme, parce que les personnes derrière, je les paye à tarif correct, il me semble. J'achète les toisons plus cher que la Chine n'achèterait les toisons. Je paye le prix de la teinture, je paye le prix de la filature, je paye les personnes qui teignent à un prix décent. C'est pour ça qu'ils sont plus chers que ceux-ci. Parce qu'en fait, il faut que je me rémunère aussi. Donc ceux-ci, je vous paye le travail de teinture en plus. C'est pour ça que ceux-ci sont plus chers que ceux-ci. Donc voilà, vous savez tout derrière Pérégrine. Ça vous donnera peut-être envie d'en acheter. J'espère que Pérégrine va prendre son envol. Il y a d'autres projets, hein, forcément. Il y a celle-ci, il y a la Decay qui est venue. Ici, dans la version, la 3e batch, il n'y aura pas de nouvelles couleurs. Il y avait autre chose qui était prévu, mais bon, voilà.
Le décours de la vie a fait que j'ai pas pu rajouter une fibre dans la laine, mais prochainement probablement qu'il y aura une fibre en plus dans l'Estalen Mérinos pour vous proposer une autre qualité. Mais ça viendra dans le futur si Pérégrine fonctionne encore d'ici là. J'espère qu'en fait ça fonctionnera. J'espère que vous allez être convaincus par ce fil à un moment donné, qui est particulier, qui a un toucher particulier, mais qui est quand même très semblable au Blue Face Leicester et qui en plus est français. Donc pour les personnes qui sont en France, pour les Belges, je trouve que c'est important de faire un fil européen avec le savoir-faire européen. On se retrouve au Knit-It, on se retrouve à Namur, pour ceux qui ont la chance de me rencontrer, on se retrouvera à Lille début novembre avec Pérégrine, avec les couleurs, etc., avec des nouveaux patrons. Il y a 2 nouveaux patrons qui sortent, je l'ai annoncé dans la communauté YouTube, ici il y a 2 patrons, il y a le Imelda, les chaussettes, et le Ombel Shawl qui sont sortis, puisque vous me regardez samedi, que vous allez retrouver au Knit-It en kit, mais que vous retrouvez de toute façon sur Ravelry et sur mon site internet. Que dire de plus, on se retrouve la semaine prochaine, à samedi prochain.